Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Pas un de moins. Aujourd'hui, on va parler de style, mais pas juste de mode. Avec Elena, on s'est posé une question simple. Et si nos vêtements racontaient bien plus que notre goût pour le beau ? Parce qu'en réalité, s'habiller, c'est souvent un acte politique. C'est dire qui on est, ce qu'on défend, ce qu'on refuse. C'est revendiquer sa liberté, surtout quand on est une femme et qu'on vit encore dans une société où certaines tenues dérangent, où le corps féminin libre fait peur. On y a parlé female gaze, de ce regard qu'on porte sur soi-même et de l'importance de s'habiller pour soi, selon ses envies, pas pour plaire ni pour se conformer aux diktats patriarcaux. Oui, les codes vestimentaires sont chargés d'histoire et chaque pièce peut porter un message. Et toi, tu t'habilles pour toi ou pour le regard des autres ? On t'invite à y réfléchir avec nous. Un grand merci à Elena pour cet échange engagé et nécessaire. Découvre l'épisode sur toutes les plateformes. Bonne écoute! Et bah let's go. Yes. Bonjour Elena, Bonjour Charline. comment tu vas aujourd'hui? Ça va, un peu fatiguée comme pas mal de gens. Je me remets de la semaine caniculaire de la semaine dernière Hmm. et pas mal de boulot, mais globalement ça va. Bon bah tant mieux, c'est le principal. En tout cas, je suis trop contente d'enregistrer un épisode de podcast avec toi. Merci de me donner cet espace, c'est trop cool, ça fait trop plaisir. Je te propose, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, de commencer par une question un peu légère. Mhm. C'est si tu pouvais piquer le dressing d'un personnage de film pour une journée, ce serait lequel et pourquoi? Alors j'avoue, tu m'as envoyé des questions avant et c'est la seule où je me suis dit, il faut que je réfléchisse un petit peu. Et Hmm. j'ai réfléchi pendant nos galères de connexion. Et je me suis dit, ah, mais en fait, ce qui me paraît le plus évident, c'est le dressing de Maria dans West Side Story. Pourquoi? Parce que West Side Story, c'est mon film préféré. Déjà, je suis fan de comédie musicale. West Side Story, c'est le film qui m'a obsédée quand j'étais enfant, notamment au niveau de la musique. Et enfin, mes parents racontent toujours l'anecdote de mon père qui m'emmène voir mes grands-parents en voiture. C'est 2 heures et demie de route et pendant 2 heures et demie, je voulais écouter que West Side Story. Et je faisais que chanter tout le temps, pendant 2 heures et demie. Ah, trop bien. Enfin, je Et, sais pas euh, si pour et ton entourage c'était bien, mais tout le monde disait que je chantais bien et donc trop cool. mais bon, je pense que mon père a été très patient à ce moment-là. Et après son dressing parce que enfin moi je ce que j'aime bien aussi dans West Side Story, c'est que en fait c'est une critique de la société raciste en fait des États-Unis dans les années 60, qui voulait pas enfin anti-immigration, anti-portoricaine. En fait, c'est encore le cas aujourd'hui, donc je trouve que ça reste un sujet vachement d'actualité. Et puis aussi, comment est-ce que l'amour essaye de vaincre tout ça, essaye de s'en sortir malgré la haine que les gens ont les uns envers les autres. Hmm. Donc déjà, l'aspect social et l'aspect romantique me plaisent beaucoup. Et puis en plus, son vesteur, parce que voilà, parce que c'est New York dans les années 60 avec un style un style très coloré, avec des jupons assez volumineux. C'est même presque fin 50, début 60. Et puis Maria, c'est celle qui est très optimiste, qui croit en l'amour des uns et des autres malgré les différences, enfin voilà, pour moi, c'est vraiment la femme forte du film et Hmm. forte et naïve à la fois. Et je pense qu'en fait, je me suis toujours un peu reconnue dans elle. Hmm. Et voilà, et son vestiaire me parle vachement parce que c'est beaucoup de couleurs, c'est très féminin, mais en même temps très facile. Bon, Trop ouais, je chouette. dirais tout ça. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas et peut-être nous dire d'où vient ta passion pour la mode? Est-ce Ouais, que c'est un héritage, une révolte? Enfin, voilà, nous expliquer un peu tout ça et comment ça t'est venu. ouais, ouais. Alors, déjà, je m'appelle Elena. Je suis créatrice de contenu slash influenceuse sur mon compte Elena sans H, où je parle des liens entre mode, féminisme, santé mentale et pop culture.
Et petit spoiler, tout ça va évoluer vers autre chose durant l'été. Donc je ne sais pas encore si ça s'appellera encore Elena sans H en septembre. Ok. Et puis à côté de ça, j'ai mon studio de communication qui s'appelle Studio Lisero, où j'accompagne des marques, notamment dans la mode, l'art et la culture, en termes de storytelling, d'événementiel et de création de contenu vidéo. Hmm. Voilà. Et d'où me vient ma passion pour la mode? Bah, c'est une question que je me suis toujours un peu posée parce que en fait, c'est une obsession depuis que je suis petite, mais je n'ai jamais été obsédée euh, par la mode en elle-même, tu vois, genre par les défilés, par quelque chose de super bien fait. J'ai toujours aimé la qualité d'un vêtement et j'admire tout ce qui est métier de l'art, certains défilés, etc. Mais j'ai jamais été attirée par ce côté très bling bling, un peu surfait que je Hmm. juge surfait en tout cas de la mode. Moi, tout ce qui m'a attirée depuis toute petite, mais vraiment depuis toute petite, c'est ce côté transformatif qu'a le vêtement sur les personnes qui portent un vêtement et qui est bien choisi pour eux et pour elles. Hmm. Typiquement, quand j'avais genre 5-6 ans, je disais toujours à ma mère, ah, je préfère que tu portes ça avec ça parce que ça te va mieux comme ça. Et c'était plutôt ça te va mieux du style, j'ai l'impression que tu te sens mieux comme ça. Et donc Hmm. vraiment, depuis toute petite, j'ai eu cette sensibilité-là ben, du côté, en fait, changement d'attitude, de posture, de regard que tu as sur toi quand tu as un vêtement qui est bien pour toi à un moment donné, tu vois. Euh, Après, je pense que ça vient aussi du fait que ma grand-mère paternelle était très coquette. Tu vois, genre là, il y a mon père, je pense que chaque semaine me dit, mais qu'est-ce que tu me fais penser à mamie? Parce qu'il y a ce côté, enfin voilà, très coquette, où ma grand-mère, elle aimait bien avoir les bons bijoux, être maquillée, avoir les bons vêtements, alors qu'elle venait enfin, famille ouvrière du nord de la France, très pauvre et tout ça, mais elle prenait toujours le temps d'être Hmm. élégante. Et puis du coup, mes parents aiment bien aussi prendre soin d'eux. Euh, Tu vois, j'ai grandi quand même dans une certaine esthétique, dans le sens où mon père aussi était musicien, là il est retraité. Mais on a toujours été dans un univers artistique, esthétique, avec du beau autour de nous. Et donc, je sais que pour moi, ça fait vachement de sens, en fait, d'avoir ça. Hmm. Et voilà. Mais ouais, j'avais vraiment cette grande sensibilité aux vêtements qui transforment les gens, mais qui transforment positivement les gens. Et justement, Voilà. tu disais que la mode, ça pouvait être un peu bling bling, et je partage Ouais. du coup cet avis-là. Mm. Mais sur ton compte, tu affirmes que la mode est surtout politique. Est-ce que Ouais. tu peux nous en parler et nous dire un peu Ouais. justement qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que à travers les années, à travers les décennies, à travers l'histoire, on a vu que des couleurs, des formes et des matières ont été utilisées pour exprimer des défenses de certaines luttes. Je prends par exemple les suffragettes qui, pour lutter, enfin pour demander le droit de vote pour les femmes, utilisaient leurs vêtements pour exprimer politiquement ce qu'elles pensaient. Et ça se traduisait par avoir une tenue élégante pour être prise au sérieux, mais arborer par exemple une rosace sur le chemisier ou un bandeau, enfin un peu comme les mères, un bandeau avec certaines couleurs. Les suffragettes britanniques, c'était du blanc, du vert et du violet, et chaque couleur représentait quelque chose. Et aux États-Unis, tu avais des suffragettes selon les États qui avaient des couleurs jaunes ou du bleu ou du violet, etc. Et chaque symbolique était porté par les suffragettes. Sinon aussi, on a les Black Panthers qui avaient leur style tout en noir, avec beaucoup d'éléments en cuir, avec le béret. Et ça, c'est des codes de mode qui étaient utilisés pour revendiquer des idées politiques.
Et ça a toujours été le cas et on peut remonter beaucoup plus loin aussi dans l'histoire. Mais j'aurais pas des exemples à précis, puis je suis pas historienne de la mode. C'est juste que c'est quelque chose qui m'intéresse et qui pour moi rejoint aussi la sociologie de la mode. Et je pense qu'aujourd'hui, on le voit aussi parce qu'en fonction de ce qu'on va porter, on va tout de suite être assimilé à telle ou telle idée politique. Typiquement, si tu croises quelqu'un avec un polo, un pull sur les épaules, un mocassin et des mocassins et un pantalon beige, tout de Hmm. suite tu vas te dire bon bah vas-y c'est quelqu'un de catho qui vote à droite. Hmm. Tandis que si tu vois quelqu'un avec des Doc Martens, avec, je sais pas, un cargo kaki et puis un t-shirt de rock, tu vas te dire bon bah c'est quelqu'un qui est plutôt à gauche. Donc en fait dans l'imaginaire des gens t'as vraiment, alors que peut-être que c'est pas vrai du tout, tu vois. Et Hmm. mais dans l'imaginaire des gens t'as vraiment construit un peu ce dressing politique. Donc en fait il y a deux choses. C'est qu'il y a à la fois ouais ce dressing politique qui s'est construit au fil des années en mode si tu as ces codes vestimentaires-là, tu votes de ce côté-là. Et tu as aussi à la fois dans l'histoire des vestiaires qui se sont construits par des collectifs qui défendaient leurs valeurs et leurs idées. Et du coup, à l'heure actuelle, tu penses que ça peut être un outil de militantisme? Ouais, je pense que ça l'a toujours été parce qu'en fait, et ça l'est d'autant plus aujourd'hui, même si beaucoup plus de gens ont droit à la parole grâce aux réseaux sociaux, grâce et à cause des réseaux sociaux, suivant ce qui est Hmm. dit. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que le vêtement, c'est un outil politique silencieux. Hmm. Dans le sens où, tu vois, hier soir, j'ai publié une vidéo où je parle de trois vêtements qui sont des symboliques des émancipations et des identités queer. Et Hmm. dedans, tu as le Hanky Code, qui est un code qui a été créé dans les années 70 par les communautés gays aux États-Unis pour afficher leurs préférences sexuelles. Et c'était pas nécessairement par fétichisme ou quoi, c'était juste pour éviter d'être agressé dans la rue. Hmm. Et pouvoir communiquer dans un entre-soi sans dire ouvertement bah moi je suis open quoi. Euh, et donc du coup ouais c'est vraiment cette symbolique silencieuse. Enfin même aujourd'hui on voit les gens qui ont un kéfier, on sait très bien en fait ce qu'ils veulent dire. Le Hmm. kéfier a une importance politique hyper importante. Ça l'a toujours eu. Moi je me souviens très bien quand j'étais petite, on regardait Yasser Arafat à la télé, tout ça, et je voyais ce que ça voulait dire. J'avais pas tout à fait conscience de ce symbole politique, mais aujourd'hui, quand tu vois des gens à Paris dans le métro, etc., se promener avec des kéfiers, tu sais ce que ça veut dire. Donc, sans avoir besoin de parler, ça exprime clairement et très clairement des idées. Et tu le vois, et je donne l'exemple du kéfier aujourd'hui, mais ça peut être tout un tas d'autres choses, des t-shirts à message, ça peut être des colliers, par exemple les Swifties qui ont leur collier ou leur bracelet avec plein de mots dessus. Ça peut être, je sais pas, les marques que tu décides aussi de porter. Hmm. Tu vois, genre si ça se voit clairement que tu portes du vintage ou si ça se voit clairement que tu portes du Zara, enfin c'est un peu genre bah tu exprimes aussi ce que tu défends et enfin voilà. Et justement, bah, il y a des tenues qui ont été stigmatisées, voire Ouais, interdites. ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a un peu cette peur du corps libre et surtout du coup Ah du ouais. corps de la femme, du corps féminin? Ah ouais, mais il y a une peur de ouf de ça en fait. Moi je pense que alors par exemple bah, les tenues, les vêtements qui ont été interdits, stigmatisés, etc. Il y en a plein. Il y en a d'autant plus chez les femmes. On peut parler du crop top qui a fait méga débat pour chez les lycéennes, du short qui est interdit Hmm. dans certains lycées, des jupes, des mini-jupes, etc. Parce que ça va déconcentrer les garçons. On peut parler de l'abaya parce que c'est une symbolique musulmane, alors que pas du tout en fait. Hmm. C'est un vêtement culturel, c'est pas un vêtement religieux. On peut parler du voile, on peut parler des gros décolletés, enfin, de ce que tu veux, mais en fait, c'est tout un tas de vêtements qui sont notamment des vêtements portés par les femmes dans le but de continuer à contrôler les femmes. Parce qu'en fait, Hmm. ce qui fait peur à la société patriarcale,
c'est que les femmes prennent de la place. Et c'est que les femmes puissent s'exprimer et puissent être qui elles veulent être. Et ça fait terriblement peur à la société patriarcale et aux hommes parce que en fait, ça les met en fragilité. Parce qu'ils se disent, mais si les femmes prennent de la place et prennent entre guillemets du pouvoir, nous, on est quoi? Et nous, on fait quoi? Et quelle est la justification de notre domination si on finit par ne plus être dominant? Et donc, du coup, moi, je le constate, le vêtement, c'est vraiment un outil, mais qui est utilisé par les gouvernements pour continuer à contrôler les femmes. Parce qu'on peut plus tellement contrôler ce que les gens vont dire, même si il peut y avoir des algorithmes sur les réseaux sociaux, même si, etc. Même si certains médias vont donner plus de temps de parole à d'autres personnes, etc. Mais le vêtement, il a beaucoup de sens. Et donc, du coup, d'interdire certains lieux à certaines personnes qui portent certains vêtements, c'est aussi, en fait, vouloir leur dire, on n'a pas envie que vous existiez dans la société. Et donc, du coup, en fait, créer ces règles-là, c'est continuer à vouloir invisibiliser les femmes, d'une manière ou d'une autre. Et ça a existé de plein de manières différentes. Tu vois, par exemple, le pantalon. Pour info, le pantalon a été légalisé en France seulement en 2013 avec un texte de loi qui a été abrogé. Jusqu'en 2013, selon la loi, les femmes n'avaient pas le droit de porter un pantalon. Pourquoi? Parce que c'était considéré comme un vêtement qui leur donnait une posture masculine. Si les femmes ont une posture masculine, ça veut dire que potentiellement elles vont prendre la place des hommes. Et ça fait terriblement peur aux hommes. Et donc du coup, de faire ces lois où vraiment les femmes pouvaient être arrêtées pour la raison qu'elles étaient travesties, c'était aussi du contrôle du vestiaire féminin. Et en fait, même c'est pareil, hein, tout ce qui est corset, soutien-gorge, même si le soutien-gorge a été inventé par une femme pour faciliter la vie des femmes, mais ensuite, tu as eu le soutien-gorge push-up, dont l'objectif était encore une fois de mettre les seins en fait dans un cadre très male gaze en fait. En fait, tous ces vêtements là qui peut-être à un moment tous ces vêtements là qui ont été à un moment créés par des femmes ou proposés par des femmes ont été à un moment ou un autre contrôlés par les hommes. Donc il y a vraiment un sujet autour du vêtement qui est un outil de contrôle en fait. Et c'est pour ça que moi ça m'énerve toujours quand on me dit mais la mode c'est superficiel. Oui, il y a une part de la mode qui l'est. Est-ce bien nécessaire de faire des défilés qui valent des millions d'euros tu vois, pour mettre en avant le savoir-faire, etc. C'est super important de mettre en avant les savoir-faire, mais est-ce que c'est bien nécessaire d'avoir un impact énorme environnemental pour faire des défilés? Je pense pas. Cela dit, est-ce que tout ça n'a pas un rôle social, politique et culturel? Si, ça c'est sûr. Et ça s'est prouvé à travers l'histoire. Et donc, du coup, c'est ce que j'essaye de faire à travers mes contenus, de montrer en fait que tout ça, que la mode en fait n'est pas superficielle et que si tu as envie de t'habiller d'une certaine manière, ça veut dire quelque chose, tu vois. Et même les mannequins qui défilent, Ouais, elles ont toutes le même corps parce que il y a justement des normes et des contrôles aussi des corps des mannequins. Et ouais, c'est l'image aussi que ça renvoie aux personnes du coup qui regardent des défilés. Ce ouais, contrôle du corps, on se dit, on peut même pas s'identifier en fait parce que c'est ouais. des mécars extrêmes quoi. Bah, en fait, il y a ça. En fait, il y a un truc qui s'est passé là, cette année sur les derniers défilés. C'est que depuis 2020, on avait l'impression qu'on était sorti d'un cadre normé en termes d'apparence physique. Mm. Et que on commençait à voir tout plein de corps différents, tout plein de couleurs, en fait tout ce qui forme l'humanité. Et donc du coup sur plein de marques de mode avaient fait appel à des mannequins différents, à des gens qui sont pas forcément mannequins professionnels, à des formes, des corps, des genres différents. Et en fait
c'était trop beau parce qu'en fait, ça a apporté une énorme diversité, beaucoup plus d'inclusivité dans la mode et sur les défilés. Et cette année, en fait, ce qui a été remarqué, c'est qu'on est revenu à des corps très normés, des filles hyper filiformes comme dans les années 90, Mm. et donc du coup à une incapacité de beaucoup de gens à se référer à ces corps-là. Mais ça, c'est une réponse en fait à la montée du conservatisme, parce que le conservatisme, en fait, c'est donner un cadre et vouloir contrôler les gens dans ce cadre-là. Et donc, tu peux vachement plus contrôler les gens si ils se ressemblent tous et si Mm. ils sont tous dans la maigreur et s'ils sont tous dans un idéal de corps féminin, un idéal d'esthétique, etc. Mm. Euh, et en fait, tu peux pas contrôler les gens. Tu peux moins contrôler les gens s'ils sont tous différents. Mm. Et puis il y a un peu ce... Enfin, quand tu es dans l'extrême maigre, c'est un autre sujet, mais qui est quand même relié. Il y a Ouais, forcément un combat aussi alimentaire, j'imagine. Et du coup, ouais. pendant qu'on est occupé à mener ce combat, bah, en fait, on résiste pas ailleurs ou dans d'autres domaines, quoi. Exactement. Exactement. Sur TikTok, j'avais vu une vidéo qui disait la phrase suivante que j'ai repris dans un de mes contenus parce que je trouvais qu'elle avait tellement de sens. C'est Girls, stop thinking about losing weight because we are losing our rights. Donc c'est meuf, Hmm. arrête de t'inquiéter de perdre du poids parce qu'on est en train de perdre nos droits. Hmm. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est que de faire en sorte que le sujet soit déporté euh, vers ton apparence physique, tu vois, vers le fait de se détatouer, le fait de maigrir, Hmm. le fait d'être une clean girl, etc. Bah, c'est une recherche de la perfection qui demande énormément de temps, et énormément Hmm. de soins et énormément de moyens qui vont faire que ton regard va s'intéresser à ça plutôt que et va se détourner du fait qu'on est en train de perdre nos droits et qu'on est dans un monde qui se fascise en fait. Hmm. Euh, donc effectivement en fait c'est une très bonne technique de la société, des gouvernements et tout ça pour te dire bah en fait regarde il y a ça, il faut que tu sois une meuf parfaite, il faut que tu Hmm. sois une meuf parfaite, donc du coup oublie pas tout ce que tu as à faire pour ça et puis le Hmm. reste bah c'est pas grave en fait, tu vois, enfin, c'est vraiment ça quoi. Le temps passé, en plus, est perdu, je trouve, à faire tout ça, c'est assez ouf. Et Ouais, t'as évo... et puis pardon, mais je rebondis sur Vas-y. ce que tu disais. Et puis pour moi, en fait, le temps passé sur le fait d'avoir un corps parfait, une esthétique parfaite, etc., en fait, c'est du temps dans lequel tu ne vis pas. Parce qu'en fait, Hmm. la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas le contrôle. La vie, c'est apprendre à lâcher prise, c'est apprendre à être dans l'instant présent avec toi-même et avec les autres, c'est apprendre à profiter, c'est apprendre à exister, à prendre la place que tu as envie de prendre. C'est ça la vie, en fait. Tu vois? Hmm. Et ça, et en fait, c'est ça, c'est que le conservatisme, c'est quoi? C'est d'apprendre que la vie, c'est du contrôle en permanence. Et que la Hmm. vie, en fait, enfin, tu C'est vois, peu de plaisir au final. c'est peu de plaisir parce que quand tu Hmm. regardes ce qui s'est passé avec la montée du fascisme en Europe il y a une centaine d'années, 90 ans, et ben en fait, tu te rends compte qu'ils voulaient empêcher tout. Ils voulaient empêcher la culture, ils voulaient empêcher tout plein de personnes de partout d'exister, ils voulaient empêcher les échanges entre eux, ils voulaient que tout se ressemble pour pouvoir mieux contrôler les gens. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais du coup, en fait, c'est une vision de la vie qui est hyper étriquée et Hmm. où en fait, tu ne vis plus, c'est que de la survie parce que tu as peur en permanence. Hmm. Et c'est Et trop triste. Enfin, justement sur... en plus d'être triste, c'est dramatique. Pardon, maintenant j'ai fini. Non, t'inquiète pas. Oui, sur ton compte, j'ai beaucoup aimé parce que tu parlais de cuisses puissantes. Et franchement, Ouais, j'ai repris cette expression maintenant pour être trop plus bien. douce avec moi-même. Enfin, et Trop à la bien. fois, ça dégage une force de ouf. Ouais, ouais, de Euh, ouf. Ouais. Est-ce que pour nos auditrices et auditeurs, tu peux un peu nous dire pourquoi tu as transformé enfin, les paroles un peu méchantes envers soi-même en mode ah, j'ai des grosses cuisses, en mode j'ai des cuisses ultra puissantes et c'est trop cool, quoi. Mais parce que, en fait, on est.
faut qu'on soit nos meilleurs amis, en fait. Faut qu'on soit sa propre meilleure amie. Parce qu'en fait, on a tellement tendance à mal se parler, à se dire oh, je suis une merde, oh, je suis grosse, oh, je suis pas ci, oh, je suis pas ça, etc. Mais jamais de la vie, on parlerait comme ça à sa meilleure amie. Donc déjà, il faut prendre conscience de ça. Et ensuite, je pense qu'on a suffisamment d'injonctions de la société pour s'en rajouter chaque jour, en fait. Et que du coup, enfin, ton corps, il est comme ça. Ton corps, il est comme ça, il est là, il te soutient, il te supporte. Donc, pourquoi ne pas essayer de l'aimer et de l'accepter comme ça et de changer ton regard que tu as sur ton corps plutôt que de vouloir faire en sorte qu'il ressemble à un certain corps qui n'est pas le tien. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, je pense que les mots ont énormément d'importance. Les mots ont énormément d'importance et la manière dont on se parle a énormément d'importance. Et moi, je préfère dire bah oui, en fait, enfin moi j'ai grandi en me disant ah j'ai les grosses cuisses, j'ai les grosses fesses, machin, parce que c'est aussi ce que j'ai toujours entendu sur moi. Et en fait, un jour, bah justement, j'ai discuté de ça avec quelqu'un et je ne sais plus qui. Et un jour, elle m'a dit, mais en fait, t'as pas des grosses cuisses, t'as des cuisses puissantes. Et là, en fait, ça a fait un déclic dans ma tête où je me suis dit, putain, mais en fait, les mots ont tellement d'importance que et c'est pareil, c'est toujours une question de regard, c'est une question de regard sur soi. Quand tu changes de perspective sur toi, quand tu changes de posture par rapport à toi et du coup aussi par rapport aux autres, et quand tu changes les mots que tu utilises par rapport à toi, bah, en fait, tout devient beaucoup plus positif. Et que finalement, pas l'énergie que tu vas mettre dans le fait de dire j'ai des grosses cuisses, quand tu dis bah, j'ai des cuisses puissantes, en fait, c'est une énergie qui est tellement démultipliée et que tu peux utiliser ailleurs. Parce que c'est pas une énergie, comment dire, c'est un peu mystico-zinzin ce que je dis, mais c'est pas une énergie, une mauvaise énergie que tu vas mettre vers toi et qui du coup va te demander une force énorme de transformer ça en énergie positive. Là, tu vas t'apporter de la bonne énergie en disant elles sont puissantes et elles sont fortes et elles sont là et tout ça. Et donc, du coup, pour moi, je sais pas, c'est comme si ça allait rayonner sur d'autres gens. Et donc, du coup, ça te permet aussi d'avoir de l'énergie pour être plus présente dans le monde et plus consciente de ce que tu as autour de toi. Tu vois, c'est vraiment ce truc-là, je me dis, en fait. C'est genre, putain, en fait, si tu te parles bien, si tu te dis des choses qui sont positives, bah, ça te permet de te sentir mieux par rapport à toi et donc, du coup, mieux par rapport aux autres. Et moi, je suis persuadée que ça fait ricocher auprès de tout le monde, tu vois. Ouais, bah carrément, bah, c'est ce que je te disais en voyant cette phrase, je me suis dit, mais en fait, il y a toujours deux, il y a le côté négatif, le côté où je peux choisir de me parler avec bienveillance, etc. Ouais, Et des fois, ouais, on a du mal à le voir soi-même. Et du coup, de le lire ou de voir que quelqu'un d'autre se dit, bah en fait, je fais ce choix-là, bah ouais, ouais. ça aide vraiment énormément, quoi. Bah oui, non, non, mais c'est clair. Et puis, moi, c'est ce qui me rend la plus heureuse, tu vois, avec les contenus que je fais, c'est que si ça peut aider, ne serait-ce qu'une personne à se dire ah mais j'ai envie de m'approprier ce mot-là et effectivement j'ai un autre regard sur moi et tout ça, bah en fait c'est que c'est vraiment utile ce que je fais. Hmm. Et c'est ça qui est trop bien. Et c'est aussi pour ça que pour moi la mode est politique parce que c'est aussi la manière dont on va se regarder, la manière dont on va parler sur soi et la manière dont on va se présenter au monde en fait finalement. Et tu parlais du female gaze. Ouais, Est-ce que tu peux nous dire un peu exactement ce que c'est pour celles qui nous écoutent? ouais. Alors le female gaze, c'est un concept philosophique, psychologique, sociologique qui a été développé par différentes philosophes, essayistes, notamment dans le cinéma. C'est vraiment un terme qui vient du cinéma. L'idée, c'est une proposition pour avoir un autre regard sur la manière dont on filme et la manière dont on considère les personnages, notamment féminins, dans le cinéma et dans les séries, etc. Et en fait, c'est considérer que l'autre n'est pas un objet à regarder, un objet sexuel, un objet à observer de manière voyeuse au loin, mais c'est considérer l'autre comme un sujet qui ressent, qui pense, comme vraiment un sujet à part entière. Et c'est aussi une manière de filmer qui va prendre en compte l'entièreté des corps, qui va nous faire ressentir en tant que nous, spectateurs et spectatrices, les émotions du personnage,
Enfin, c'est tout un regard différent sur la caméra, enfin sur la manière de filmer, sur la manière dont le personnage s'exprime et la manière dont nous, en tant que spectateurs, on va voir la scène, voir le film, voir la série. En Hmm. très résumé. Et s'habiller du coup avec le female gaze, Ouais. ça ressemble à quoi? Ah bah alors, du coup, je me suis vachement posé la question parce que c'est toujours un peu délicat quand on prend un concept sociologique, philosophique qui vient d'un autre secteur, parce que c'est très adapté. Enfin, c'est comment dire la manière dont c'est écrit, notamment dans le livre d'Iris Bray qui s'appelle Le regard féminin. Bah, c'est très adapté au cinéma. Et donc du coup, moi, je me suis vachement questionnée pendant plusieurs mois sur comment est-ce que j'interprète ça dans la mode. Et du coup, c'est pour ça que j'ai appelé ça le s'habiller avec le female gaze et non pas s'habiller pour le female gaze parce que pour et avec, c'est pas la même chose. Hmm. Pour moi, s'habiller avec le female gaze, c'est te considérer comme sujet et non pas comme objet. Et donc, si tu te considères comme sujet, comment est-ce que tu t'habilles en fonction de ton ressenti, en fonction de tes émotions du jour, en fonction de ce que tu dois faire dans la journée, et en fonction surtout de ton regard que tu portes sur toi, et non pas le regard que les autres vont porter sur toi. Et Hmm. comment est-ce que, bah, en fait, tu peux te voir avec bienveillance, avec amour pour toi, et peu importe ce que tu as envie de porter, parce qu'en fait, tu fais vraiment en fonction de qui tu es et ce que tu ressens. Et en fait, c'est plus une question de posture, ça va pas être une question de je vais m'habiller large parce que c'est female gaze. Non, ça va être une question de posture. Typiquement, si tu dis, bah, aujourd'hui, j'ai grave envie de me sentir sexy. Et pour moi, être sexy, ça va être porter une mini-jupe, porter un haut moulant, porter des talons. Fine, c'est OK. Mais si pour toi, être sexy, ça veut dire porter une chemise large avec un jean dans lequel tu te sens bien, fine. Tu vois, c'est vraiment une Hmm. question de posture et pas de vêtements. Ça, c'est super important. Donc s'habiller pour soi finalement plutôt que pour les autres. Mais en fait, c'est exactement ça. Parce que Hmm. finalement, en fait, c'est partir d'un concept philosophique pour en fait expliquer quelque chose de très simple. Mais après, moi, c'est ce que je fais dans mes contenus, c'est que je vais parfois me prendre la tête toute seule avec plein de trucs un peu compliqués, mais j'ai envie que ce soit le plus accessible à tout le monde. Et Hmm. finalement, en fait, ce truc-là, c'est un truc très très simple, mais c'est aussi, bah voilà, en fait, quelle est la conscience que tu as par rapport à toi et par rapport aux autres. Hmm. Parce que, en fait, si tu te dis, bah là, en fait, j'ai envie de m'habiller sexy, mais parce que j'ai envie qu'on me regarde, bah peut-être que c'est OK aussi, tu vois. Et Hmm. à ce moment-là, bah oui, tu as envie qu'on te regarde. Donc, du coup, tu t'intéresses plus à toi en tant que objet à regarder parce que tu as envie d'être comme ça ce jour-là. Bah, peut-être que c'est OK, tu vois. Je Voilà. trouve pas que ce soit si simple au final, parce que comme on n'a pas l'habitude en Ouais, fait de ça, ouais. bah en fait c'est pas si simple finalement de Mm. déconstruire et de pas être biaisé aussi bah, par toutes les injonctions qu'on a en tête et de vraiment se recentrer en se disant ok je fais la part des choses, je mets tout de côté et là je réfléchis vraiment à mon mood du jour. C'est hyper compliqué au final. C'est parfois compliqué, mais en fait, c'est pour ça que moi, c'est ça, en fait, c'est que je disais pas que l'interprétation et la manière de le faire est simple, parce qu'effectivement, Hmm. comme tu le dis, on est dans une société patriarcale où on est habitué à vouloir plaire au regard des autres, où on a plein de contextes professionnels, ce que tu veux, qui font Ouais. que parfois c'est difficile de vraiment se dire, OK, moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de mettre aujourd'hui? Hmm. Mais en fait, je le traduis de manière simple Ok. en me disant, bah, en fait, il faut que l'idée Soit accessible so- quoi. soit accessible pour qu'elle Hmm. fasse du chemin dans la tête de tout le monde. Hmm. Mais en même temps, tu vois, je suis en mode, bah, je juge pas si tu as envie de t'habiller, male gaze, c'est OK, tu vois. Hmm. Enfin, voilà, mais c'est vraiment se questionner sur, bah, en fait, ouais, ta conscience par rapport à toi et par rapport aux autres. Et après, bah oui, c'est pas évident. Enfin, même moi, hein, tu vois, genre, je suis absolument pas, je me positionne jamais comme le parfait exemple à suivre. Parce que, tu vois, genre, il y a certaines circonstances où tu te dis, bah là, il faut que je fasse un effort parce que je vais être regardée d'une certaine manière, Ouais. etc. Et Hmm. typiquement, bah, il y a bientôt un mois, j'ai donné une formation en agence de communication.
Bah, en fait, si je m'étais il faisait 30 degrés ce jour-là, bah, si je m'étais écoutée, j'aurais mis, un mini short et un top sans manches. Mais là, j'y suis Mmh. allée dans un pantalon avec une chemise large parce que j'avais envie d'avoir une posture où on allait me regarder comme quelqu'un qu'on prend au sérieux et pas comme une Mmh. petite meuf. Donc il y a aussi des circonstances à prendre en compte. Mais malgré tout, bah, j'ai quand même porté quelque chose dans lequel je me sentais bien et je me sentais à l'aise. Je me sentais pas. En fait, c'est aussi le fait de ne pas se sentir déguisé. Mmh. Ouais. Ça, c'est super important aussi. Euh, Mais oui, il y a tout un tas de circonstances et d'injonctions à prendre en compte. Et je pense que le plus important, en fait, c'est d'être bienveillante envers soi-même. C'est genre Mmh. le truc numéro un. Et comment on lâche concrètement le male gaze quand on s'habille? Est-ce que toi, tu as eu un déclic ou c'est vraiment venu progressivement? C'est venu progressivement parce que voilà, hein, enfin voilà, je suis quand même une trentenaire née dans les années, enfin au début des années 90, enfin, on est dans la même société. Donc en fait, tu Hmm. peux pas non plus te dire ah ouais, je me suis jamais habillée avec le male gaze et tout ça. Non, en Hmm. fait, enfin ça m'est arrivé plein de fois quand j'étais plus jeune, notamment quand j'étais en couple aussi, de vouloir m'habiller pour plaire au regard de mon Hmm. copain, de vouloir m'habiller pour être sexy et tout ça. Après, je nuance mon propos dans le sens où justement, j'ai jamais été à l'aise avec la posture de la meuf sexy. Hmm. Que je me suis toujours plus vue comme une meuf friendly, une meuf mignonne et tout ça. Même si parfois ça n'a pas toujours été facile à porter parce que du coup j'étais plus la bonne pote plutôt que la meuf qu'on va draguer et donc voilà, dans plein de circonstances c'était un peu frustrant. Hmm. Mais j'ai jamais voulu être la meuf sexy parce que j'ai jamais été à l'aise avec cette posture-là. Comment on lâche le male gaze? Ça vient petit à petit. Et en fait, bah, typiquement, un truc, je pense, qui pourra parler à toutes les meufs, c'est ce moment où tu te sépares de ton mec. Hmm. Et en fait, souvent, tu as une espèce d'explosion de tentatives stylistiques, de couleurs, de trucs. Parce que là, tu te dis, bah, en fait, j'ai plus besoin de plaire à mon copain. J'ai juste Hmm. besoin de me plaire à moi. Et il y a vraiment un effet de ouf là-dessus. Moi, je l'ai vu, genre, très concrètement à chaque fois où je suis en mode, à chaque fois que j'ai vécu des ruptures, c'était, bah, là, en fait, je vais juste m'habiller comme je veux, quoi. Et en Hmm. fait, enfin, c'est, ouais, explosion de couleurs et tout ça et tout ça. Et donc ça, c'est un truc qui est genre très évident à observer. Après, hum, là, je dirais, ouais, ça fait plus de 2 ans que je suis, ouais, même j'allais dire 4 ans que je suis célibataire. J'ai eu une petite histoire entre temps, mais où émotionnellement, il n'y avait pas énormément d'investissement, donc j'ai pas ressenti ce truc de genre je veux plaire à mon mec parce que j'étais vraiment dans un truc en mode je suis comme ça et tu m'acceptes comme ça et enfin c'est tout. Mais du Hmm. coup, bah, j'ai eu aussi 4 ans pour développer mon style en dehors du regard masculin. Et puis là, aujourd'hui, euh, je dirais que je sais très bien quand je porte des choses qui vont plaire au mec et quand je porte des choses qui vont pas plaire au mec. Hmm. Euh, et je le fais volontairement, en fait. Tu vois, genre, ça peut m'arriver d'être dans des circonstances où je vais me dire, ah, là, j'aimerais bien qu'on me regarde, donc je vais mettre ça. Mais c'est pas du tout ce qu'on pense. Tu vois, quand j'ai envie qu'on me regarde, je vais plutôt mettre un truc très simple. Genre, un jean qui me fait des jolies fesses et un t-shirt. Alors que Hmm. quand j'ai pas envie forcément qu'un mec s'intéresse à moi et que j'ai vraiment envie de m'intéresser à moi, ce que je ressens, ce que j'ai envie de mettre, là, je vais mettre genre des petits jupons, des jupes, des machins, et je sais que ça va rendre mon look beaucoup plus intimidant. Et donc, Hmm. je C'est vais être beaucoup intéressant. moins accessible auprès d'un mec. Mais je nuance encore une fois mon propos, je suis faite de nuances, hein. Hmm. C'est que le male gaze n'est pas l'apanage des mecs. Les femmes peuvent avoir un male gaze intégré. Par exemple, quand tu vas, en fait, bah, exemple très concret sur les réseaux sociaux, Pedro Pascal et ses bras à Cannes, Hmm. bah, ça c'est du Ouais. male gaze et c'est que des meufs.
quasiment des meufs qui disent ah j'adore ses bras machin, mais ça c'est Mm. sexualiser en fait ses bras, tu vois, c'est genre prendre un morceau de lui et faire de lui un objet sexuel parce qu'on regarde ses bras. Et du coup moi je sais que c'est quelque chose qui me gêne énormément parce que je me dis mais est-ce qu'on peut pas faire mieux que ce Mm. que les autres font. Mais bon, on est quand même dans une société patriarcale avec de la misogynie intégrée, avec du male gaze intégré, etc. Et Mm. donc, du coup, toi, ton regard en tant que meuf, avec le male gaze, ça va aussi être, bah, par exemple, quand tu vois passer une meuf dans la rue qui a une jupe moulante et un haut décolleté, tu vas te dire, oh, elle s'habille comme une... voilà, on sait le mot, je ne le dirai pas. Et ben, en fait, ça, c'est genre, t'as un regard male gaze sur cette personne-là, et en plus, c'est du slut shaming. Donc, c'est OK, Mm. bah, repenser un peu de son regard-là, en te disant, bah, en fait, elle avait envie de s'habiller comme ça, et ça veut probablement exprimer des choses. Tu ne sais pas quoi, parce que tu n'es pas à sa place et que t'as pas de discussion avec elle. Mais parfois, quand tu discutes avec quelqu'un, bah, en fait, tu découvres aussi pourquoi est-ce qu'elle choisit de s'habiller comme ça. Et, Mm. euh, et en fait, c'est encore une fois, c'est changer de regard sur les autres. Et donc, du coup, s'éloigner du male gaze, bah, ça se fait petit à petit. Et ça se fait aussi en ayant conscience du regard que tu portes sur les autres et que tu portes sur soi. Est-ce que tu as peut-être des lectures ou je sais pas, des séries ou des films à conseiller pour en apprendre un peu plus là-dessus et peut-être bah, cheminer sur ce sujet-là? Ouais. Bah, la première lecture, c'est la plus évidente, celle que j'ai citée, c'est l'ouvrage d'Iris Bray, Le regard féminin. Je pense que c'est Hmm. une très 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 bonne base. Bah, en fait, pour comprendre ce concept-là. Ensuite, je dirais que tu as aussi un bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle c'est Saint, la Révolution d'une libération ou un truc comme ça. Et c'est un bouquin de Camille Froide-Vaumétry qui parle du regard qu'on porte sur nos seins. Hmm. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est une approche pour t'apprendre à regarder ton corps autrement. Et c'est Hmm. un très 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 beau livre, vraiment avec des très belles images et tout ça. Bon, vraiment, je le recommande de ouf. Après quoi d'autre en termes de films, je réfléchis. Moi, je suis plus en termes de séries. En fait, je suis plus, enfin, je regarde pas mal de films, mais je suis très nulle pour retenir les noms. Mais par contre, une série que je recommande, c'est La loi de la plus forte. Alors, le titre en français est nul, mais c'est une série pour l'instant en 2 saisons où c'est une nana qui bosse dans la mode et c'est une meuf racisée, plus size et tout Ah oui, ça je l'ai qui vue, elle est trop bien. ouais, Hmm. ouais. Et cette série-là, elle te permet d'avoir un regard bah, female gaze en fait sur la mode, Hmm. sur ce que c'est, d'avoir d'autres corps, de les prendre en considération, prendre en compte leurs émotions, etc. Et je trouve que et surtout dans la saison 2, la Hmm. perspective est vraiment super intéressante. Hmm. Est-ce que j'ai d'autres, probablement d'autres, mais On il sait faudrait déjà plus de quand temps. même assez C'est déjà pas écrit. mal. Ouais, c'est cool. Ouais, Et question un petit peu plus intime, tu te ouais, sens comment dans ton corps actuellement? ouais. Bah, je me sens méga bien dans mon corps, alors que j'ai pris 10 kilos en 2 ans, Hmm. que je faisais vachement de sport avant et que à cause d'une blessure qui perdure, j'ai quasiment tout arrêté. Et même si je sens que j'ai envie de faire plus de sport, bah, en fait, je fais une taille 40 aujourd'hui et je me sens tellement mieux que quand je fais du 36. Parce Trop que, bien. en fait, j'ai l'impression de prendre plus de place, mais en même temps de Hmm. prendre ma juste place et de plus me contraindre dans un truc en mode je fais du 36 jusqu'à quand je vais faire du 36. Là, je suis en mode bah en fait non, genre je me sens bien dans mon corps Hmm. et je me trouve jolie et tout ça. Et c'est pas toujours parfait, mais tu vois, genre par exemple, je sais pas comment je vais réagir cet été si jamais je suis en maillot de bain, mais probablement je me dirais bah en fait mon corps il est là, il est comme ça et je Hmm. préfère kiffer mon moment à la plage plutôt que de me dire ah j'ai 3 bourrelets quoi. Hmm. Et c'est pareil, bah en fait j'ai plus de cellulite qu'avant aussi parce que je fais pas de sport, parce que j'ai grossi, mais j'ai absolument pas envie de courir mes jambes, je m'en fous en fait. Enfin, elles sont là et je continue de porter des mini shorts, des mini jupes et c'est quand j'en ai envie en fait. Et, Hmm. et j'ai plus la taille fine et bah je m'en fous en fait. Enfin, tu vois, je pense que je me suis jamais habillée de manière aussi féminine qu'aujourd'hui.
Trop bien. Et comme si j'avais accepté pleinement en fait toutes mes parts, ma part enfant qui est hyper contente de porter des robes hyper girly, hyper avec des gros jupons et tout ça, ma part femme qui est contente de pouvoir de temps en temps porter des talons et des trucs hyper féminins, ma part plus mec qui adore porter des choses plus masculines, des chemises larges, etc. Et que toutes ces parts-là, en fait, je suis arrivée à un point de ma vie où je les ai complètement prises en compte et acceptées et aimées. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, je me sens très bien dans ma peau, quoi. Ouais, bah écoute, trop cool. J'ai deux dernières questions pour Vas-y. toi. J'avais tendance à me dire que notre style vestimentaire, il est un peu polarisé, et donc ça fait lien avec ce que tu viens de dire. De se dire, bah en fait, mon style, par exemple, c'est l'oversize. Bah du coup, je vais pas aller mettre des petites robes un peu girly, puisque mon style, c'est oversize. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que... Alors, tu as un peu répondu du coup en disant que tu mettais à la fois des chemises, etc., mais aussi des tenues plus girly. Est-ce que tu l'as vu aussi, cette polarisation du style vestimentaire? Ouais. Ouais, en fait, je le vois parce que je trouve que la mode et le style, de manière globale, sont très influencés par ce qu'on voit sur TikTok. Et Hmm. aujourd'hui, tu vois très clairement qui est la génération, la Gen Z, parce Hmm. que tous et toutes les mêmes coupes de cheveux, le même style, les baggy, enfin, tu le vois tout de suite. Nous, enfin, je dis nous, hein, je te mets dedans, Je suis mais dans ta génération, t'inquiète. bon, bah, parfait. Nous, on est aussi passé par là quand on était adolescente, d'une certaine manière. Après, moi, je me suis toujours différenciée avec mon style, tu vois. Ce qui m'a valu beaucoup de moqueries quand j'étais enfant, quand j'étais ado, parce qu'en fait, j'avais pas, enfin, j'ai grandi en banlieue où c'était bien de porter certaines marques, genre Nike et tout ça. Moi, j'en portais pas. Hmm. J'avais vraiment un style assez particulier. Je portais beaucoup de jupes, beaucoup de robes, beaucoup de couleurs déjà, tu vois. Et du coup, on se moquait souvent de mon style, mais en fait, j'ai jamais voulu ressembler aux autres. Tu vois, genre, je portais des jeans 501 en quatrième et c'était pas du tout à la mode, Hmm. c'est devenu à la mode genre 10 ans plus tard, quoi. Hmm. Donc, du coup, à la fois, je sais que tu mets parfois du temps à trouver ton style parce que aussi, il faut glaner, il faut glaner un vestiaire qui te ressemble, etc. Parfois, quand t'es jeune, c'est difficile aussi de vouloir se différencier des autres Hmm. parce que, t'as besoin de forger ton caractère, de forger ta personnalité et tout ça, et ça prend du temps. Hmm. Mais j'ai aussi ce truc où j'ai toujours eu un style différent. Et donc, du coup, par rapport à ta question de polarisation du style, oui, d'une certaine manière, on est là-dedans. Et à la fois, je pense que il faut pas se restreindre. Qu'en fait, Hmm. c'est trop bête de vouloir porter que du linge parce que tu te dis ça c'est mon style. En fait, on a suivant les personnes, on a plusieurs personnalités, on a plusieurs parts à l'intérieur de soi, on a plusieurs humeurs, on est des humains vivants avec nos émotions et tout ça. Et en fait, autant les prendre en compte et que si un jour tu as envie d'être hyper sexy avec une petite robe moulante, avec le lendemain tu as envie de porter un baggy avec une chemise large, en fait, c'est toi. Tu vois, ça va pas Hmm. changer qui t'es, en fait, ça va pas changer ce que tu racontes au monde. Au contraire, en fait, ça va ajouter tellement de comment dire de couches De nuances ouais aussi de nuances, dans... voilà, de nuances, c'est Hmm. exactement ça le mot, de nuances à ce que tu racontes au monde. C'est ça qui est intéressant. Et tu vois, genre quand je fais les contenus une semaine avec genre une robe noire, à chaque Hmm. fois je rigole en me disant purée, j'ai l'impression d'être une personne différente chaque jour, mais c'est exactement ça en fait. C'est en fonction de ce que je porte et de comment je me sens, en fait je vais porter ça de telle ou telle manière. Hmm. Et pour moi, c'est ça le style, en fait. C'est explorer. Et la mode, c'est explorer qui tu es, comment tu as envie de l'interpréter et comment tu as envie de te présenter au monde et quel est l'espace que tu as envie de prendre dans l'espace public. Trop bien. On arrive à la fin de l'épisode, même si j'aurais pu continuer des heures et des heures. Et J'ai surtout, une, je parle beaucoup. j'ai une Ouais. petite question pour clôturer cet épisode. Ouais. Si tu pouvais glisser un mot dans la poche de toutes les jeunes filles qui apprennent à s'habiller pour elles-mêmes, ce serait quoi? Un truc très simple. Meuf, t'es trop stylée et sois fière de qui t'es, quoi. Et Trop cool. c'est très simple, mais je pense qu'on se le dit pas assez souvent. Ouais, Mais tu vois, carrément. je pense que même parfois, aller dire à une meuf, t'es trop belle, t'es trop stylée et tout ça,
Mm. ça peut changer la face de sa journée, quoi. Carrément. Et ouais, c'est vraiment ça. Meuf, t'es trop stylée. Trop cool. Et bah écoute, merci pour tout ça, c'était vraiment trop chouette. Avec grand plaisir. Merci Charline de m'avoir encore une fois donné cet espace. C'est trop trop chouette et ça me fait trop plaisir.